je commence. Pierre Crétois, vous êtes maître de conférences en philosophie à l'Université Bordeaux-Montaigne. Vous êtes auteur de, sans tout renverser, La copossession du monde vers la fin de l'ordre propriétaire, édité en 2023, et aussi de La part commune, critique de la propriété privée, en 2020, et tous deux aux éditions Amsterdam. Votre livre, d'ailleurs, La copossession du monde, vient d'être arpenté à l'instant. Les arpenteurs, il y en a encore beaucoup qui sont dans cette salle. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Johan Bourrion, notre directeur, en a parlé dans son discours. Donc les arpenteurs se sont saisis de cet ouvrage, l'ont sauvagement déchiré et l'ont lu par petits morceaux et ont reconstitué le cadavre de votre livre pour en donner du sens et pour se l'approprier. Ils auront des questions à nous poser tout à l'heure. Timothée Duverger, vous êtes docteur en histoire. Vous êtes enseignant-chercheur à Sciences Po Bordeaux, spécialiste de l'économie sociale et solidaire. Vous êtes responsable de la chaire Territoire de l'ESS, qui s'appelle Terre ESS, c'est comme ça qu'on dit, et du master économie sociale et solidaire et innovation sociale, autrement appelé ESIS. Vous êtes co-responsable de l'exécutive master stratégie, territoire et projets innovants dans l'ESS, et là, cela s'appelle STPI ESS. Bon, j'espère que vous avez tout retenu, on vous interrogera à la fin. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont... Eh ben voilà. Il fallait que ça arrive, merci. Utopie locale, les solutions écologiques de demain, paru aux éditions Les Petits Matins en 2021. Bon, les biens communs sont-ils une alternative réaliste à la propriété? Peut-on parfois se passer de possession privée? Peut-on ou doit-on toujours s'en passer? Bon, ça c'est la question qu'on va se poser ce soir. Alors, le concept de propriété et le régime juridique qui s'ensuit a connu une longue évolution de l'Antiquité à la Révolution pour atteindre à son apogée depuis le XIXe siècle. Aujourd'hui, ce droit devenu fondamental, consacré dans les déclarations des droits, à commencer par la fameuse Magna Carta de Jean Santerre au XIIe siècle, qui semblait être ce droit-là, donc la parade contre les abus, ainsi qu'une garantie d'efficacité économique absolue. Et une garantie d'efficacité économique, sociale. Bon. Ce droit, donc longuement construit, est aujourd'hui discuté, remis en cause, et dans vos ouvrages qui en témoignent. Alors, avant de nous engager plus avant dans cette critique des droits de propriété ou dans la manière dont on peut les atténuer, les corriger, peut-être qu'il faudrait que vous nous reposiez les termes du débat. Et tout d'abord en rappelant ce qu'est la propriété. À quoi la propriété sert-elle, a-t-elle servi? Merci beaucoup. Alors, c'est une question très vaste que moi j'aborde sur un plan philosophique. En fait, on peut l'aborder de deux manières. D'abord, sur le plan de la justification presque morale du droit de propriété. En fait, ce serait un droit naturel, c'est-à-dire qui aurait sa justification en lui-même. Ce serait un droit qui serait fondé sur le travail. On acquiert une propriété parce qu'on y a mis notre travail. Et donc, elle sanctionnerait le mérite. Par ailleurs, elle nous permettrait d'exclure quiconque. Ce qui est à moi n'est pas à toi. Et elle nous donnerait une sorte de contrôle, y compris l'État. Parce que d'où le soupçon parfois qui plane d'un État qui confisquerait les biens des gens par la fiscalité notamment. Pour moi, c'est une des expressions de ce que j'appelle l'idéologie propriétaire. Et l'idée aussi qu'on contrôlerait, qu'on aura absolument tous les droits sur ce qui nous appartient.
Donc tout ça ferait partie de ce que j'ai appelé justement dans la part commune l'idéologie propriétaire. Je ne rentre pas dans le détail. Hein. Et sur un autre plan, en fait, il y a une justification de la propriété. C'est plutôt sur un plan, moins sur un plan moral que sur le plan de l'efficacité. Il y a toute une tradition qui explique qu'au fond, s'il n'y avait pas de propriété, de droit de propriété, ce serait le désordre, avec l'idée justement d'une tragédie des communs. Et que donc, on peut mettre de l'ordre dans la distribution et la production par la définition des droits de propriété. Et une fois que les droits de propriété sont définis, bon, bah, les individus, par les échanges, se distribuent eux-mêmes les biens d'une façon mutuellement satisfaisante, c'est-à-dire efficiente hein, pour un économiste, et donc d'une façon qui, au fond, est le meilleur système possible. Dans ce cadre-là aussi, l'État, il y a toujours un soupçon qui porte sur l'État ou sur la démocratie qui voudrait contrôler les droits de propriété, de pervertir un système ordonné, fondé sur la propriété, et justement de produire du désordre. Donc, il y a à la fois voilà, cette branche que je dirais morale, hein, qui consiste à dire les droits de propriété sont des droits naturels, et puis une branche que je dirais plus qui réfléchit sur les conséquences et qui serait plus économiciste, et qui dit au fond que si les droits de propriété, ils ne sont pas juste en eux-mêmes, mais on doit les évaluer en fonction des conséquences qui sont les leurs. Ils ont des bonnes conséquences. S'il n'y a pas de droit de propriété, c'est le désordre, dans beaucoup de cas, pas dans tous, mais dans beaucoup de cas. Donc il faut les introduire et il faut le moins possible agir dessus. Notamment justement par la puissance publique, si on veut que cet ordre propriétaire puisse fructifier. Voilà. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Timothée? Non. La propriété vous semble ainsi bien définie. Bon, alors, merci. Donc, ça, c'était l'un des termes du débat. Le deuxième, ce sont les communs. Donc, en quoi l'existence des communs enraye-t-elle la dynamique qui semblait vertueuse de la propriété. Propriété privée égale entraîne de l'incitation à produire, à innover quand la propriété est correctement définie, donc les entrepreneurs innovent, donc les entrepreneurs produisent, donc les consommateurs consomment, donc cela crée de la croissance. Bon. Donc ça semblait vertueux, cette définition de la propriété. Les économistes les plus libéraux vont même dire, bien, quand il y a des externalités négatives, donc un effet indésirable, le marché a mené à un effet indésirable, eh bien c'est peut-être parce qu'on avait mal défini les droits de propriété. Il suffit de donner la propriété de l'environnement, de la pollution de l'eau à quelqu'un, et ainsi bien défini, ça va se régler tout seul. Le marché, c'est censé quand même s'équilibrer tout seul. Donc, cette vision de la propriété qui a fondé l'analyse économique classique, marginaliste, et sans doute aussi philosophique aussi, avec les Lumières, donc en quoi l'existence des communs vient quand même bousculer ces idées-là? Oui, donc en fait, disons qu'il y a plusieurs manières d'envisager la question des communs. Aujourd'hui, bon, la question des communs revient en force. La première question est de savoir si c'est une résurgence de choses qui existaient déjà avant. Parce que à l'époque médiévale, en particulier, la clôture des champs n'était pas possible parce qu'il y avait des droits multiples qui portaient sur les fonds de terre. Typiquement, sur un terrain, il y avait les droits seigneuriaux. Alors, quoi qu'on en pense, je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou pas. Le droit de chasse, etc., déjà, c'était quelque chose qui faisait qu'on ne pouvait pas... Il y avait aussi les droits des communes. Il y avait la personne qui récoltait, qui entretenait et récoltait, mais sur cette parcelle, il y avait des droits multiples, des droits de passage, des droits qu'on appelait des droits de parcours, des droits de première herbe, etc. Ce qui fait qu'en fait, les terres n'étaient pas pensées comme des choses qu'on pouvait s'approprier à l'exclusion des autres. Et ça ne renvoie pas seulement aux communaux, parce que souvent on dit qu'il y avait les communaux dans les campagnes, et d'ailleurs c'est même des pratiques qui se sont maintenues et qui continuent d'exister, notamment dans les alpages. Même si ce n'est pas autorisé juridiquement, il n'y a pas de cadre juridique pour les faire exister, parce que depuis le Code civil, les communaux, ça n'existe pas. Mais il n'y a pas que ça, il y avait aussi cette idée que, bon, voilà, en fait, il n'y avait pas de terres autour desquelles on pouvait mettre des clôtures, quoi. Parce qu'il y avait des droits multiples et superposés qui permettaient d'organiser les relations sociales sur les biens, sur les terres. Donc une terre était un lieu de sociabilité.
Alors, ça ne voulait pas dire que c'était un lieu de désordre, parce que justement, il y avait des droits qui étaient aux uns et pas aux autres, et tout ça permettait d'organiser des relations sociales sur des terres autour desquelles on ne mettait pas de clôture. Et donc, on raconte, enfin l'histoire qu'on raconte en général quand on étudie ça, c'est tout à coup, au XVIe, XVIIe siècle, on a commencé à mettre en clôture les champs. En particulier en Angleterre au XVIIe siècle, hein, c'est ce qu'on a appelé le mouvement des enclosures. Et en France, ça s'est fait en particulier au XVIIIe siècle. Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, il y a des édits royaux qui incitent à mettre en clôture les champs pour plein de raisons. Un, pour le respect du droit de propriété, conçu comme justement une sorte de droit moralement légitime en soi, et aussi pour des raisons agronomiques, parce que la clôture, ça permet de mieux contrôler les bêtes, d'éviter que les moutons aillent se salir, etc. Enfin, il y a toute une série d'arguments comme ça qui visent à maintenir les clôtures. Et puis, il y a une école de pensée française, d'économie, qui s'appelle la physiocratie, qui a très largement défendu et soutenu ces édits royaux en faveur de la mise en clôture, des champs. Et donc, alors, ça, c'est la première partie de ma réponse. Deuxième partie de ma réponse, il y a eu un article assez important en 1968 qui s'appelle La tragédie des communs, The Tragedy of the Commons, de Gareth Hardin. Et dans cet article, Hardin, en fait, justifie en partie, il ne fait pas que ça, parce que souvent on retient que ça de cet article, mais il justifie l'introduction des droits de propriété au nom du fait que, justement, sans propriété, les biens communs sont forcément surexploités. C'est ça sa thèse. Alors, il entend les biens communs comme des biens en libre accès. Et il donne un exemple qu'il emprunte en fait à un penseur du 19e siècle malthusien qui s'appelle Lloyd, qui est l'exemple suivant. Imaginez sur une prairie qui est 10 usagers, 10 bergers qui l'utilisent. Et voilà le calcul qu'ils vont faire. Ils vont faire le calcul suivant. Comme le gain à chaque tête de mouton ou de bétail qu'ils ajoutent à leur cheptel, ça leur fait une utilité positive entière, alors que la perte est divisée entre les 10 usagers, on a donc un gain entier et une perte qui est une fraction de 10. Donc, le calcul que vont opérer chacun des bergers, selon Gareth Hardin, c'est qu'ils vont ajouter à chaque fois une tête de mouton supplémentaire jusqu'à ce que le terrain soit surpâturé. C'est ce qu'il appelle la tragédie des communs. Bon, ça peut paraître étrange, mais c'est très largement à l'œuvre dans beaucoup de nos représentations. Typiquement, quand on explique qu'il faut mettre des compteurs individuels là où il y a du chauffage collectif, parce que quand c'est collectif, les gens ont tendance à surconsommer du chauffage. Si on veut les responsabiliser, il faut individualiser. Et bon, la réflexion de Gareth Hardin est la même. Elle consiste à dire, comment on fait pour responsabiliser les bergers? Eh bien, on va diviser ce champ en 10 parcelles, de telle sorte que ça va changer leur calcul économique. À chaque tête de bétail qu'ils vont ajouter à leur terrain, qui maintenant est leur terrain à eux, il y aura une perte entière pour eux, en termes de pâturage. Et donc, ils vont être responsabilisés, avoir tendance à faire en sorte que leur troupeau de moutons soit au même niveau que la capacité de pâturage de leur champ. Voilà. Donc, l'idée est que la propriété, justement, met de l'ordre là où, sinon, il y aurait du désordre, de la surexploitation et de la tragédie. Et ça, c'est une hypothèse, une intuition extrêmement importante parce qu'en fait, elle a donné lieu à tout un mouvement de pensée qui s'appelle la New Resource Economics, qui a beaucoup inspiré certaines politiques des organisations internationales, notamment la Banque mondiale, en faveur de la propriétarisation, au nom du fait que, en effet, si on veut préserver les ressources, la meilleure manière de le faire, c'est la propriété. Or, ce n'est pas exactement ce que dit Hardin, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Pour répondre à cette thèse d'Hardin, Elinor Ostrom, qui a été depuis prix Nobel d'économie en 2008, a écrit plusieurs articles
et un livre important qui lui a valu justement son prix de la Banque de Suède, hein, son prix Nobel, enfin l'équivalent du prix Nobel, et dans lequel elle dit, mais en fait, l'erreur d'Hardin, c'est d'avoir considéré que un bien commun, c'est nécessairement un bien en libre accès. En fait, les biens communs, ça peut être des biens gérés en commun. Et c'est un peu son intuition. Et en fait, elle explique la façon dont en fait, on peut collectivement, typiquement sur une pêcherie, une zone de pêche, on peut très bien décider en commun de la façon dont on va gérer la ressource halieutique, la ressource en poisson, pour faire en sorte que les droits de tirage individuels soient tels qu'ils ne mettent pas en cause le stock de poissons, je dirais. Et donc, Elinor Ostrom dit, non seulement il s'agit les biens communs peuvent être une manière de gérer les ressources, mais en plus une manière de gérer les ressources efficace et parfois plus efficace que la propriétarisation. Donc ça, c'est si vous voulez, en général, quand on parle des communs, on parle de ça. Je termine juste par un point. Il y a une autre manière peut-être d'envisager les choses qui consiste à dire que, parce qu'en fait, quand on parle des communs en ce sens-là, on parle juste d'une catégorie de biens spécifiques. À mon sens, en fait, on peut aller plus loin dans la réflexion et se dire que dans toutes ressources, que ce soit les ressources naturelles ou les ressources privées, il y a une part commune. Il y a une part commune. L'enjeu, c'est de réussir à faire droit à ce qu'il y a de commun en toute chose, y compris dans les biens privés. Donc il ne s'agit pas de remettre en cause le fait qu'il puisse y avoir des biens privés, mais que dans tout bien privé, il y a une part commune. On ne peut pas dire ça, c'est absolument à moi, à l'exclusion de tous les autres. Et comment on gère cette part commune? Justement, de façon démocratique et par la politique, en fait, si vous voulez. Et donc, en gros, voilà la thèse que je défendrai, c'est-à-dire aller encore plus loin que ce que dit Elinor Ostrom, qui reste en fait prise dans une grille d'analyse économique, en proposant une lecture politique de ce que sont les communs, et de voir qu'en fait, cette lecture politique peut offrir un nouveau paradigme plus général pour repenser, y compris les fondements qu'il y a et la légitimité qu'il y a à penser l'intervention du politique sur les ressources, y compris les ressources privées. Voilà. Timothée Duverger, vous êtes un spécialiste de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que l'économie sociale et solidaire, comme ça, a eu l'intuition de ce qu'étaient les communs, puisque l'économie sociale et solidaire, donc il y a économie, c'est une autre manière de faire économie. Est-ce que voilà, elle absorbe l'intuition des communs? Oui, merci beaucoup. Par rapport à ce qui vient d'être exposé, je pense que ce qui est important de rappeler aussi, c'est qu'il y a eu dans l'histoire aussi toute une invisibilisation des formes alternatives. C'est-à-dire, ça c'est un point important. Évidemment, il y a eu ce mouvement d'enclosure et de remise en cause, évidemment, des anciens communs. Voilà. L'idéologie propriétaire, le libéralisme, une coordination qui passait par le marché. Donc tout ça s'est mis évidemment en place à partir du XVIIIe siècle. Néanmoins, il y a eu des contre-mouvements. Voilà, c'est ça qu'il faut aussi retenir. Et le contre-mouvement, ce qui est important, et tu ne l'as pas signalé, mais du coup j'en profite pour le faire, il ne passe pas que par l'État. Voilà. Parce que d'ailleurs Olivier Scott parlait effectivement du rapprochement entre commun et municipalisme. De ce point de vue, c'est intéressant parce que la logique du municipalisme, c'est une logique libertaire. C'est Murray Bookchin, c'est l'idée effectivement des communes qui seraient finalement aux mains des citoyens. Il y a cette idée-là. Eh bien, il y avait déjà cette idée dans l'économie sociale et solidaire, on parlait d'économie sociale au XIXe siècle, à travers notamment le mouvement des associations ouvrières. Donc là, ce n'est pas les municipalités, mais ce sont des mouvements au fond qui en sont assez proches. Donc les associations ouvrières, dans le premier XIXe siècle, dans les années 1830-1840, ont remis en cause précisément ces logiques de propriété privée individuelle. C'est-à-dire en disant finalement, l'entreprise ne se réduit pas à la société de capitaux. C'est-à-dire il y a une distinction entre la société, qui est le capital, et l'entreprise, qui en fait est plus large. Dans l'entreprise, il y a aussi le travail.
Il y a des parties constituantes à cette entreprise dont le capital n'est qu'une partie en réalité. Et donc il faut superposer d'ailleurs le capital et le travail et faire en sorte qu'il y ait une propriété collective des moyens de production. Donc c'était ça les associations ouvrières qui ont donné lieu par la suite aux coopératives. Et donc tu parlais de parts communes. Dans les coopératives, ça a un nom, ça s'appelle les parts sociales. C'est-à-dire qu'en fait, les individus sont détenteurs de parts sociales sur lesquelles ils ne peuvent pas faire de plus-value. Hein, c'est un point important, c'est-à-dire c'est ce qui leur permet d'être sociétaires de l'organisation, sociétaires de la coopérative, donc ils en font l'acquisition, ils sont détenteurs du capital, et en même temps ils ont des droits qui y sont associés, notamment des droits de participation à la gouvernance. Et ça, c'est un point important. C'est-à-dire que c'est là qu'on retrouve une logique qui n'est pas seulement économique, on est détenteur du capital, mais une logique qui est politique, puisqu'on participe à la gouvernance, qui est démocratique et qui ne repose pas sur le nombre de parts détenues, mais sur le principe une personne, une voix. C'est-à-dire, peu importe le nombre de parts sociales dont vous disposez, vous n'avez qu'une voix en tant que vous, parce que vous n'êtes une personne. Voilà. Donc, de ce point de vue, finalement, l'économie sociale, elle a inventé effectivement, ou en tout cas, elle a réinventé, dans un cadre libéral, en réalité, la question des communs, en lui donnant des formes de transcription juridique, en fait. C'est ça qui s'est produit. Et donc, en inventant cette propriété collective. Et, bon, après, elle a 2 siècles d'histoire, cette économie sociale, mais c'est important parce que, finalement, elle a essayé de trouver une place entre, d'un côté, ce qui était effectivement la propriété privée, mais aussi des formes de propriété telles que la propriété publique. Et d'ailleurs, on retrouve ces débats au sein du mouvement socialiste, puisque d'un côté, vous aviez effectivement le communisme version Marx, on va dire, et puis de l'autre, vous aviez le mouvement libertaire façon Proudhon. De ce point de vue, d'ailleurs, la référence au municipalisme est plutôt proudhonienne et donc l'économie sociale tire plutôt d'ailleurs sa référence de Proudhon, alors que Marx avait, selon les moments, il disait soit l'économie sociale, c'est un petit peu la préfiguration du monde d'après-capitalisme, du post-capitalisme au fond. Donc des fois, il était plutôt sympa, on va dire, vis-à-vis des coopératives, notamment en lien avec la Commune de Paris. C'est pas un hasard, d'ailleurs, la Commune de Paris. Et puis après, à d'autres moments, il disait ça détourne de la révolution. Il faut quand même qu'on conquiert l'État et qu'on fasse la révolution. Voilà. Donc il y avait aussi des débats de ce type. Mais donc on est avec l'économie sociale et les communs dans l'invention au fond d'une troisième voie de ce point de vue, celle d'une propriété collective qui est une propriété citoyenne. Voilà. Donc ça nous amène aux solutions que l'on peut trouver pour concilier droit de propriété et commun. Et vous, Timothée Duverger, vous plaidez pour un changement de paradigme, vous venez de le dire. Changer de lunettes, cesser de voir la société de croissance pour peut-être envisager, là je cite un passage de votre ouvrage, la société convivialiste prônée par Ivan Illich. Pierre Crétois, vous aussi, dans votre livre, vous incitez aussi au changement de paradigme pour sortir de l'ordre propriétaire, de la société qui surresponsabilise le consommateur et du coup déresponsabilise le reste, ou en tout cas lui enlève sa force de citoyen, peut-être, puisque nous sommes dans la fabrique du citoyen. Donc Timothée Duverger, Pierre Crétois, devons-nous changer nos lunettes pour voir la société avec une logique différente que celle à laquelle nous sommes désormais habitués? Oui, alors vous faites référence à un aspect important. Alors d'abord, je vais définir ce que j'entends d'abord, je vais commencer par définir ce que j'entends par copossession du monde. En fait, il ne s'agit pas de parler d'une sorte de copropriété selon laquelle, au fond, tous les membres de l'humanité auraient une sorte de droit sur une partie des ressources nécessaires à leur subsistance, par exemple. C'est plutôt l'idée selon laquelle ça renvoie à un fait. Et ce fait, c'est qu'on ne peut rien isoler en y mettant des barrières, des clôtures. On ne peut rien isoler
qui puisse être considéré comme absolument propre à quelqu'un, à l'exclusion de tous les autres. Typiquement, je ne sais pas, moi, je fais n'importe quel usage de n'importe quelle chose qui m'appartient, y compris ma brosse à dents, parce que ça peut être un argument qui est mobilisé. Ben, en fait, ma brosse à dents, pour la produire, on pourrait dire en fait, ça n'a pas d'incidence sur les autres. Non, si, pour la produire, il y a un système de production, il y a du plastique qui a été utilisé, ensuite je la jette, il y a toute la pollution que ça produit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ma brosse à dents s'inscrit dans tout un écosystème qu'elle participe à soit détruire, soit maintenir, et donc qui renvoie à un monde partagé. Un monde factuellement partagé. C'est ça que j'appelle la copossession du monde. C'est le fait que personne ne peut mettre une clôture absolue autour de ce qui lui appartient. Toute chose appartient fondamentalement à un monde partagé. Et qu'est-ce qu'on peut tirer de cette intuition ? Ben, on peut tirer de cette intuition que la démocratie, pas nécessairement l'État, en effet, certainement la démocratie locale, n'a pas de raison de se donner des limites dans la façon dont elle organise les droits sur les choses, de telle manière que l'usage du monde par les individus ne le détruise pas. Et ça me semble être le point, en fait, si on veut, une sorte de changement de lunettes. Parce que comment on interprète traditionnellement les choses ? Traditionnellement, on interprète les choses de la façon suivante. Il y a d'abord des droits de propriété et ensuite des limites aux droits de propriété qui permettent de les rendre compatibles avec la vie en société. Moi, je propose de faire le contraire, de voir d'abord le monde copossédé, l'insertion de toutes les choses matérielles dans un monde copossédé, pour ensuite penser la façon dont on va définir les droits des uns et des autres. Personne ne peut prétendre avoir des droits absolus sur ce qui lui appartient. Il faut que ces droits soient compatibles avec les droits que les autres peuvent aussi prétendre légitimement avoir. D'accord ? Et ça me semble être un point important. Typiquement, sur ma brosse à dents, bah oui, le système de production qui fait que je peux l'avoir là pour le prix le moins cher, avec peut-être l'exploitation des êtres humains, l'exploitation de la nature, la question du retraitement. En fait, les autres que moi ont des choses à dire sur ça. Voilà. Et donc ça me semble être le point central, c'est-à-dire une façon de redonner à la démocratie sa valeur par rapport à une sorte de... par rapport à l'ordre économique, ou par rapport à l'ordre propriétaire. Parce qu'aujourd'hui, on explique la chose suivante. On explique qu'en réalité, on n'a pas besoin de la démocratie politique pour contrôler l'ordre propriétaire, puisque, en réalité, l'économie fonctionne déjà de façon démocratique. Elle fonctionne déjà de façon démocratique parce que ce sont les consommateurs qui l'orientent. Si vous n'êtes pas content du système de production, ou pas content du système de production, il suffit que vous consommiez autrement. Parce que ceux qui font l'économie, ce ne sont pas les propriétaires des capitaux ou les propriétaires des entreprises, qui eux ne sont que ceux qui tiennent le gouvernail. Le capitaine, c'est le consommateur. Et c'est facile à comprendre. Si jamais vous avez un boulanger à côté de chez vous et qu'un autre ouvre, qui vous propose des viennoiseries moins chères et meilleures, vous allez aller chez l'autre. Alors le premier boulanger, il va fermer ses portes, ou il va licencier. Qui va être responsable du licenciement ? Est-ce que c'est le méchant boulanger ou est-ce que c'est le consommateur ? Et donc, cette intuition permet de dire, qui a été défendue par beaucoup d'économistes, par Ludwig von Mises, par exemple, qui est un des pères de l'économie autrichienne, consiste à dire, au fond, que l'économie fonctionne déjà de façon démocratique, puisque ce ne sont pas les capitalistes qui l'organisent, ce sont les consommateurs qui la font. Si vous voulez que l'ordre économique change, il faut que vous changiez vos modes de consommation. Et je crois qu'on est un peu enfermé là-dedans, dans cette conception des choses, ce qui a pour effet, évidemment, de donner à la... avec l'idée, au fond, que l'acte de consommation, c'est comme un bulletin de vote. Ça a pour effet de démonétiser le bulletin de vote. C'est-à-dire ce que c'est que agir comme citoyen.
en réalité, quand on agit comme consommateur, on gère notre portefeuille, on ne fait pas la même chose et on n'a pas le même type de raisonnement que quand on agit ou quand on choisit en tant que citoyen. Et c'est à ça que ma réflexion conduit, c'est-à-dire si c'est vrai ce que je suis en train de dire, si on ne peut pas dire qu'en fait un acte d'achat c'est comme un bulletin de vote, quelle est la spécificité du bulletin de vote? Quelle est la spécificité? Qu'est-ce qu'on fait en tant que citoyen qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait en tant que consommateur? Et ça me semble être quelque chose qui doit être réfléchi aujourd'hui, parce que c'est à ce niveau-là, je pense, c'est au niveau du citoyen que se joue la copossession du monde, que se joue la discussion générale sur quel est l'ordre du monde souhaitable. Ça n'est pas au niveau c'est marginalement au niveau de la consommation. C'est très largement au niveau civique et au niveau de l'engagement civique, à quelque niveau que ce soit. Et donc, c'est ce serait par exemple une des pistes, en fait. C'est-à-dire ne pas penser que la démocratie s'épuise dans l'acte de consommation, mais que le citoyen est autre chose que le consommateur. Et que le consommateur lui-même n'est pas un citoyen. Quand on consomme, on fait autre chose. D'ailleurs, mais pour plein de raisons. Hein. Parce que d'une part, on a un manque d'information. Quand je consomme, je ne connais pas la manière... C'est rarement, hein, même si on pourrait m'informer, on pourrait faire une liste énorme de détails sur la façon dont le produit que j'achète a été produit, etc. Bon, en fait, je ne connaîtrai jamais suffisamment bien le détail pour pouvoir faire un choix responsable. Il n'y a qu'en tant que citoyen que je peux réfléchir à ce que je pense être un ordre du monde souhaitable. Parce que quand je consomme, eh ben, je pense précisément à pouvoir reconsommer plus tard. Donc je pense à mon économie immédiate. Donc je suis tenté d'acheter toujours le produit le moins cher, pas forcément le produit le plus éthique. Et ça, encore une fois, c'est assez normal. Parce que également, quand je consomme, je pense au temps court. Ça, c'est quelque chose que les économistes ont tous bien repéré. Et alors que précisément, quand je suis citoyen, j'ai un autre type de rapport à la temporalité. Je pense au temps long, je pense aux générations futures, etc. Donc il y a toute une série d'arguments qui permettent de montrer que, en réalité, le bulletin de vote, ça n'est pas la même chose que l'acte de consommation. Et que donc l'ordre propriétaire, ça n'est pas la même chose que l'ordre démocratique. Et je pense que voilà, c'est un point qu'il faut rappeler si on veut se donner des perspectives. Juste pour réagir très brièvement, je pense qu'effectivement, le premier point, c'est sur la question que vous posiez du changement de paradigme. Il y a un économiste, Serge Latouche, qui disait que quand on a un marteau dans la tête, on ne voit que des clous. Donc effectivement, si on veut arriver à changer la société, ben, effectivement, il faut d'abord changer les mentalités, changer notre manière de la représenter. Et il appelait à décoloniser nos imaginaires. Et on a un imaginaire économique en tête, effectivement, qui fait que, eh bien, on est d'abord des consommateurs voire des producteurs quand même. Surtout que la question du travail revient actuellement dans le débat public de manière assez forte. Hein. On le voit, il y a un livre encore de François Ruffin là, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Mais on est aussi effectivement des citoyens. Hein. Citoyens d'ailleurs, alors peut-être un autre aspect, c'est pas que le bulletin de vote. Hein. Et d'ailleurs, c'est de moins en moins vrai. Moi, je pense aux travaux d'un collègue de Sciences Po, là, Vincent Tibéry, qui montre bien qu'effectivement aujourd'hui, l'expression politique se diversifie. En réalité, il y a un éclatement. Et le bulletin de vote est un aspect, bien sûr, qui reste assez central dans des démocraties représentatives. Mais enfin, c'est loin d'être le seul. D'ailleurs, on parlait du Parlement mobile tout à l'heure. La mairie de Bordeaux parle de la démocratie permanente, typiquement. C'est-à-dire de former, au fond, une démocratie continue, un continuum démocratique qui ne passe pas précisément que par les actes de vote, hein, qui sont des actes forts, de réunion, avec une unité de temps et de lieu. Mais enfin, après ça dure 6 ans. Donc, il y a encore des actes démocratiques à poser dans l'intervalle. Du point de vue de la consommation, d'ailleurs, l'économie sociale et solidaire, elle a une expérience de politisation de la consommation, notamment à travers les coopératives de consommation. Et c'est assez intéressant parce que, en fait, pendant longtemps dans l'économie sociale, au XXe siècle, c'était les coopératives de consommation qui étaient le fer de lance. En fait, jusqu'aux années 80.
Hein, donc c'est pour ça qu'on en a perdu le souvenir, mais en réalité ça concernait des millions de sociétaires. Et l'idée c'était à travers la consommation de remettre la main en réalité sur l'outil de production. C'est-à-dire qu'en fait, par l'acte de consommation, on arrivait à dégager des moyens, du capital qu'on pouvait réinvestir pour finalement racheter les usines et puis demain la terre et ainsi de suite pour monter une véritable république coopérative. Il y avait Charles Gide, c'était le tonton d'André, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une généalogie familiale. Et donc du coup, Charles Gide disait comme ça, il faut bâtir une république coopérative à partir de la consommation. Bon, ça s'est cassé la gueule dans les années 80, du fait précisément de la concurrence, hein, de la grande distribution en particulier. Donc on voit bien hein, qu'il y a un grand conflit en réalité entre ces deux approches. Hein, voilà. Donc c'est pour ça, je crois que, en tout cas, il y a un enjeu, hein, clairement, moi je partage tout à fait, de repolitisation, mais véritablement d'engagement citoyen et d'action collective. Et je crois que c'est là qu'est véritablement le nœud. C'est-à-dire, on peut pas, moi j'insiste sur cet aspect-là, on ne peut pas tout attendre de la démocratie représentative. Elle est nécessaire, elle est centrale, elle est incontournable. Évidemment qu'il faut pousser à des changements à ce niveau-là, mais je crois que le premier niveau, et c'est ça que, me semble-t-il, la principale leçon des communs, c'est notamment ce qu'on appelle le commoning, c'est-à-dire l'idée bien précisément de s'engager dans une action collective. Voilà, c'est-à-dire qu'on devient acteur hein, de ce point de vue, mais acteur collectif. Et c'est là qu'est la différence avec le consommateur, c'est que le consommateur, c'est un acteur individuel. Hein, et donc, il faut l'inscrire dans des dynamiques d'action collective. Vous parlez, Pierre Quétois, de John Rawls à un moment de votre ouvrage, puisque John Rawls va contester les droits de propriété conçus comme des absolus qui mènent à une répartition équitable des richesses, de tout. Et John Rawls va dire que les inégalités sont acceptables tant qu'elles profitent aux plus démunis. Donc, ce qui induit des politiques publiques de répartition, de re-répartition, de discrimination positive. Comment cette philosophie-là s'inscrit-elle dans votre pensée de la remise en cause de l'ordre propriétaire et du fait de sortir de la société du consommateur pour aller vers la société du citoyen ? Oui, merci. Oui, alors ouais, ça c'est une discussion un peu. Oui, une discussion sur Rawls en fait. John Rawls, c'est un philosophe politique extrêmement important qui a écrit un livre en 1971 qui s'appelle La théorie de la justice, qui a fait date et qui a été d'ailleurs très discuté aussi par des économistes. Enfin, ça a fait. Alors pour quelles raisons ? Parce que très largement, il a contesté la notion économique d'efficience. En disant qu'au fond, l'efficience économique, elle est pas un principe de justice. Un exemple que je peux, qui permet de comprendre ça, c'est-à-dire que si on définit l'efficience, c'est une des définitions de l'efficience hein, qu'on tient de Pareto, si on définit l'efficience comme une situation où on ne peut améliorer la position d'un des agents en détériorant celle des autres, alors on peut considérer par exemple que, imaginez sur une île déserte, il y a quelqu'un qui en a pris possession. Il y a 9 personnes qui arrivent, naufragés qui arrivent en plus. Et pour Pareto, c'est une situation efficiente parce qu'on peut pas, si on peut s'imaginer, si on avait une théorie de la justice, dire non, mais il n'y a pas de raison que cet unique propriétaire de l'île la garde entièrement pour lui. C'est pas juste. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait enlever une partie de sa propriété de l'île pour la donner aux autres. Donc on améliorerait la position des autres en détériorant celle du premier propriétaire. Et donc ce serait suboptimal ou non efficient. Alors il y a une autre manière de faire hein, qui consiste à dire les 9 qui sont arrivés après, ils n'ont qu'à travailler pour le propriétaire de l'île. Dans ce cas-là, en théorie, s'il accepte que ces derniers arrivants travaillent pour lui, ça signifie qu'il le fait parce que ça améliore sa position et ça améliore en même temps parallèlement celle des 9 arrivants. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que Rawls insiste sur le fait que l'efficience économique de Pareto, ça n'est pas une théorie de la justice. Et il dit, mais comment penser une théorie de la justice ? Et il défend la thèse selon laquelle, je résume à grands traits, pour penser une théorie de la justice en termes de justice distributive, la distribution des ressources, il faut prendre la position de ceux qui sont les plus défavorisés. D'accord. Et penser une structure sociale
qui est telle que améliorer la position de ceux qui sont les plus avantagés dans la structure sociale n'est justifié qu'à partir du moment où cette amélioration de la position des plus avantagés dans la structure sociale améliore celle des plus désavantagés. Et donc penser les choses comme ça, pour moi en tout cas, mais c'est pas ce que fait Rawls. Rawls ne fait pas ce geste jusqu'au bout. C'est remettre en cause l'ordre propriétaire. C'est admettre qu'en fait, c'est pas l'ordre des échanges économiques qui fait l'ordre de la justice, mais c'est un ordre politique qui se situe sur un autre plan de réflexion sur les principes de la justice. Et ce qui vaut pour la question de la justice distributive chez Rawls vaut aussi pour la définition des droits de propriété, parce que, en fait, on dit que le droit de propriété est un droit fondamental. Mais est-ce qu'on a des bonnes raisons en termes de protection de ce qui est essentiellement humain pour dire ça? C'est pas certain. De quoi a-t-on besoin? On a besoin d'avoir accès à des bibliothèques, à des livres. On a besoin d'avoir accès à des structures sportives. On a besoin d'avoir accès à un toit. On a besoin d'avoir accès à un emploi. On a besoin d'avoir accès à certaines ressources. Ce qui ne signifie pas qu'on a besoin d'en être propriétaire. Et la question est donc de savoir comment on garantit les accès qui sont constitutifs de la dignité humaine et de l'autonomie. C'est ça la vraie question. Si on veut une société juste, ce n'est pas la question de la propriété. D'accord ? Rawls, encore une fois, ne fait pas ce pas-là, mais dans sa réflexion, y compris sur la propriété, il y a tous ces éléments de réflexion qui sont présents et qui peuvent nous amener à la conclusion selon laquelle cette propriété dont on a fait une sorte de veau d'or, il n'est pas certain qu'elle soit complètement justifiée si on partage, s'il est vrai qu'on partage cet idéal commun d'une humanité protégée dans ce qui est essentiel à une vie autonome et digne. Donc, si je vous suis correctement, Pierre Crétois, il faudrait que l'État, les politiques interviennent davantage pour réguler davantage ou moraliser davantage l'économie, ses échanges et ses rituels de consommation, de production. Timothée Duverger, vous consacrez un chapitre aux pôles territoriaux de coopération économique. Et l'échelon local, les collectivités territoriales, vous êtes invité par la collectivité territoriale de Bordeaux ce soir, sont-elles les acteurs majeurs pour mener à bien cette transformation? En tout cas, une conviction que j'ai, encore une fois, hein, je pense que l'État c'est très bien, mais je serais quand même un peu prudent sur la question de l'État, y compris vis-à-vis de ce qui se dessine sur de prochaines élections. Mais je crois qu'au contraire, la question des territoires est dans un pays qui est fortement centralisé. Hein, je crois qu'il est très important d'avoir des contre-pouvoirs. Et je crois que de ce point de vue, les territoires sont à la fois des lieux de contre-pouvoir et de contre-mouvement, véritablement, justement assez logique. Hein, et ce sont des lieux d'expérimentation, d'innovation, hein, qui me semblent tout à fait favorables de ce point de vue. Et effectivement, s'y expérimentent un certain nombre de choses. Je prendrai plein d'exemples, mais si on prend la question des communs, là je pensais, je parlais évidemment du logement tout à l'heure, je pensais au bail réel solidaire. Vous voyez par exemple un exemple qui est un bon exemple de conciliation entre l'individualisation et les dimensions collectives, puisqu'en fait, à travers le bail réel solidaire, par exemple, on propose à chacun de devenir propriétaire, mais seulement du bâti. C'est-à-dire que vous pouvez acheter un bâti, le terrain, lui, vous ne faites que le louer. Ça vous permet, si vous voulez, de constituer un patrimoine quand eh bien, les prix évidemment, de l'immobilier ont fortement augmenté en ville, par exemple. Ça, vous avez la métropole ici qui le développe assez fortement. Et là, on est dans une logique de réarticulation avec des principes justement de commun, hein, très clairement, puisque le terrain, finalement, lui, de ce point de vue, est un commun. Hein. En fait, on vous donne accès et vous pouvez quand même constituer un bâti, un patrimoine personnel. Ce qui est d'autant plus important que quand, dans une époque où les propriétés collectives, les supports collectifs sont en train de s'éroder en permanence. Hein. Je rappelle, il y a un an, la réforme des retraites, les mobilisations autour, donc toutes les propriétés collectives fondées sur la cotisation, etc., aujourd'hui s'érodent. Il faut bien sûr les renforcer. D'ailleurs, c'est pas l'État. Hein, là, justement, d'ailleurs, plus on étatise en général, plus ces droits reculent. Hein. C'est le cas dans la sécurité sociale, qui n'était pas justement l'État, qui était fondé sur les cotisations et qui reposait véritablement précisément sur les travailleurs, en l'occurrence. Voilà. Hein, donc c'est un point, il me semble, important à rappeler. Donc c'est vraiment autonomiser la société civile en réalité et lui donner des régulations collectives, bien entendu. Hein, je crois que ça, c'est un premier point. Donc, je citais en tout cas cet exemple du logement. Mais effectivement, on peut citer de nombreuses
de nombreuses autres initiatives. Par exemple, un autre exemple en ville, parce que je prends plein d'exemples bordelais du coup, mais vous avez le cas des livreurs à vélo, vous savez, Uber, Deliveroo, etc. Bon, et bien, face à ça, vous avez des résistances qui s'organisent. Des résistances syndicales, bien sûr, hein, vous avez eu des manifestations, etc. L'Union, qui remonte d'ailleurs, hein, au niveau des institutions, l'Union européenne vient d'adopter une directive de présomption du salariat contre les plateformes, c'est-à-dire qu'on va considérer demain que les travailleurs des plateformes, notamment les livreurs, hein, qui sont parmi les plus exploités aujourd'hui, eh bien, sont salariés et non pas indépendants. Hein, voilà, on va présumer ça désormais, donc ça va leur ouvrir un certain nombre de droits. Les droits sociaux, etc. Bon, donc ça, il y a cet exemple. Mais aujourd'hui, vous avez aussi des coopératives qui se créent. Je pense aux coursiers bordelais qui font de la logistique à vélo. Je pense à, comment il s'appelle, Blackbird, qui est une coopérative qui fait de la livraison à vélo et qui est donc détenue par les livreurs eux-mêmes, et donc qui ont des parts sociales, qui gèrent leur propre entreprise, etc. Donc vous avez véritablement des contre-mouvements comme ça qui s'organisent. Si vous prenez le cas de la question écologique, vous avez typiquement, vous savez, des cities, par exemple, qui se développent dans toute la ville, avec des places qui sont données de plus en plus pour ces formes d'autopartage. Donc là, on n'est pas propriétaire du véhicule, on est dans un droit d'accès, à travers des formules d'abonnement, en fait, à ce véhicule, qui permet effectivement de limiter, si vous voulez, les impacts écologiques de la mobilité. Voilà. Donc, et là, vous voyez, Cities, donc c'est une coopérative dont d'ailleurs la ville, vous parliez du niveau local, dont la ville est sociétaire. Ça, c'est un exemple. On pourrait prendre le cas d'Enercop, qui est une coopérative d'énergie renouvelable. Pareil, la ville en est sociétaire et vous pouvez acheter de l'électricité 100% verte. Ça, c'est tout à fait possible. C'est une coopérative encore. Vous pouvez prendre l'exemple donc on parlait des pôles territoriaux de coopération économique. La métropole de Bordeaux vient de voter un soutien assez significatif à ICOS. C'est un village autour du réemploi solidaire qui va être créé sur Bordeaux Nord. Et donc, ICOS, en fait, donc réemploi solidaire, en fait, ce sont des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont fédérés dans un pôle territorial de coopération économique. Donc, vous avez Envie qui fait de l'électroménager. Vous trouvez Le Relais pour le vêtement, vous savez, avec je sais plus comment on appelle ça, enfin, les bennes où on met les vêtements, etc., etc. Donc vous avez un certain nombre d'acteurs qui se sont fédérés et qui vont créer comme ça 200 emplois autour du réemploi solidaire sur Bordeaux Nord. Donc solidaire parce qu'en fait, on emploie des salariés éloignés de l'emploi en insertion, et réemploi qui permet de rentrer dans une économie circulaire qui est faiblement consommatrice de ressources, beaucoup moins notamment que le recyclage, etc. Voilà, donc je pourrais comme ça multiplier finalement à l'envie les exemples. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est qu'au niveau du territoire, finalement, le territoire est un espace de l'engagement. Voilà, c'est un espace de l'engagement collectif qui repose en fait sur de la confiance. C'est-à-dire qu'on a des acteurs, des gens qui se connaissent finalement et qui, parce qu'ils se connaissent, peuvent agir ensemble, créer à partir de là des mécanismes, donc à partir de ressources, des ressources sociales. Là, en l'occurrence, ça peut être les déchets pour le cas de ICOS, si je prends le cas du réemploi. Eh bien, ils vont créer à partir de là des systèmes de gouvernance collective, donc à travers des coopératives en l'occurrence, dans lesquelles les pouvoirs publics sont impliqués et qui vont permettre de prendre en charge un certain nombre de problèmes au fond publics du territoire. Et c'est là, je trouve, qu'il y a des bascules qui sont intéressantes. On parlait de municipalisme. C'est exactement ça, le municipalisme. C'est véritablement une autre organisation du pouvoir qui n'est pas un pouvoir descendant, c'est un point important, mais qui est un pouvoir finalement beaucoup plus horizontal, beaucoup plus qui fonctionne sur la co-construction au fond, et dans lesquels les citoyens trouvent une place. Ils ne sont pas non plus que des consommateurs électoraux, quoi. C'est-à-dire, ils ne se pointent pas tous les 6 ans pour voter, mais ils sont véritablement acteurs de leur territoire. Et ça, c'est un point qui me semble absolument crucial pour faire vivre les communs, véritablement. Sinon, effectivement, on peut avoir d'autres formes de pathologie démocratique, c'est-à-dire une forme d'anomie. Le citoyen, même s'il va voter tous les 6 ans, s'il n'est pas actif derrière, de toute façon, rien ne se fait. Et même les grandes conquêtes sociales, si vous prenez le cas, par exemple, du Front populaire, Léon Blum, etc., si derrière, il n'y avait pas eu les grèves, il n'y avait pas la réduction du temps de travail, etc. Donc, ça veut bien dire qu'à un moment donné, il ne suffit pas de déléguer finalement son pouvoir à quelqu'un pour que les réformes se mettent en place. Évidemment, il faut rester actif de ce point de vue, d'où l'importance de cette idée des communs, me semble-t-il. Je vous remercie. Alors, c'est peut-être une question de conclusion avant de passer aux questions du public. Je voulais juste revenir sur ce que vous venez de dire et ce que vous avez dit un peu plus tôt. Vous parliez des limites de la démocratie représentative, qu'il fallait pouvoir aller plus loin, au-delà, être acteur, peut-être un municipalisme. Alors, je m'adresse à vous deux. Quel serait le système
d'implication citoyenne, le système politique qui vous semblerait idéal sur cette question-là? Alors, c'est une vaste question. Vaste question. C'est ça. Non, vaste question, oui. Alors, moi, en fait, je rejoins tout à fait ce que disait Timothée. C'est-à-dire que la question des communs renvoie très clairement à la question démocratique et au problème de la délégation. Parce que nos démocraties représentatives, nos démocraties libérales, sont fondées sur la représentation qui est une délégation. Et donc, depuis en fait que ça a été créé, cette conception de la représentation, alors bon, que ce soit dans ses racines hobbesiennes, mais en fait au XIXe siècle ça a été mis en place. Bon, d'emblée, il y a des philosophes comme Constant qui se sont dit, mais en fait, si on délègue le pouvoir, il y a un risque de captation. Et donc il faut, alors ce que disait Constant, c'est qu'il faut un contrôle. En fait, ça suffit pas. C'est pas juste un contrôle citoyen. Il faut que les citoyens soient actifs et qui comprennent que tout est politique en fait au quotidien même. Donc, ce qui suppose, en effet, je pense, une sorte de démocratie totale. Voilà. Et à tous les plans, parce que ça n'exclut pas le plan étatique, mais ça ne signifie pas que l'État soit la planche de salut absolue. Et la démocratie se construit précisément à tous les niveaux. Mais je pense que pour qu'elle se construise à tous les niveaux, on a aussi besoin que certains... alors on peut bricoler à partir de l'existant. Hein, typiquement, tu n'as pas évoqué, mais je sais que Terre de Liens, on achète des terres pour les soustraire à la logique capitaliste et les mettre à disposition moyennant certaines conditions d'agriculteurs. Donc ça peut être une manière de bricoler à partir du droit de propriété, mais je pense qu'il faut quand même aller plus loin. Je pense que c'est aujourd'hui un verrou, en fait, hein, le droit de propriété dans notre... Et j'y reviens parce qu'il n'y a pas de statut des biens communs. Voilà. Il n'y a pas de statut des biens communs. Je crois que c'était il y a 2 ans. Il y a eu une proposition de loi qui a même pas passé la commission, hein, d'un député communiste sur les biens communs. Les discussions en commission ont tourné court parce que une majorité a dit ah ben non, les biens communs c'est un problème parce que ça met en cause le droit de propriété et la liberté d'entreprendre. Et en fait, on se rend compte que bien souvent, alors on peut faire beaucoup de choses, déjà dans le cadre du droit tel qu'il est, mais bien souvent, en fait, il y a des limites législatives qui sont induites par un certain nombre justement de veaux d'or pris comme des choses sacrées, et notamment justement ce fameux droit de propriété qui est associé aujourd'hui systématiquement quasiment avec la liberté d'entreprendre. Donc ça signifie en effet ouvrir nos imaginaires, ça signifie penser une démocratie totale, mais ça signifie aussi tenter de réformer et de faire sauter un certain nombre de verrous qui sont assez hautement problématiques. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'être propriétaire de son toit, ça n'a pas plein de vertus. Hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais c'est l'usage politique du droit de propriété, précisément pour soit invisibiliser les communs, soit rendre extrêmement difficile leur extension autrement que sous la forme de bricolage. Peut-être pour essayer d'y répondre d'une manière complémentaire. Moi, je crois qu'aujourd'hui, finalement, on pourrait considérer que la République est partout, sauf dans un lieu, c'est l'entreprise. Si vous regardez bien, en réalité, parce qu'on va parler des consommateurs, moi j'aimerais peut-être conclure sur la question du travail, parce que c'est, me semble-t-il, un élément clé. Encore une fois, je faisais référence tout à l'heure au mouvement des retraites de l'an dernier. En fait, le mouvement des retraites, c'était pas tant un mouvement pour la défense des retraites qu'un mouvement pour la préservation du travail. Hein, quelque part, en tout cas, les différentes études d'opinion tentent à donner cette signification aussi
aussi à ce mouvement-là. Et je crois qu'il y a un enjeu de ce point de vue assez important. Vous avez d'ailleurs aujourd'hui des mouvements très forts au niveau de l'entreprise qui sont en train de se mettre en œuvre autour de ce qu'on appelle la responsabilité sociale de l'entreprise ou l'ESG, donc environnement, social, gouvernance, comment faire en sorte que l'entreprise finalement maîtrise ses impacts, ses externalités du point de vue environnemental. Vous avez une directive notamment au niveau européen qui est en train d'être mise en place depuis le 1er janvier sur ces sujets-là, dans les grands groupes en l'occurrence. Ça va redescendre. Mais donc, il y a des mouvements de ce type. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment, la question de la propriété n'est posée. Effectivement, c'est-à-dire on dit qu'il faut transformer l'entreprise, mais à aucun moment, on pose la question de la transformation de la propriété de l'entreprise. Voilà. Et là, il me semble, de la propriété et puis du coup, de la participation démocratique de l'entreprise. Il y avait des grands auteurs au 19e siècle, tout le monde disait, bon, la République est partout, sauf dans l'atelier. Il faut la République dans l'atelier. Il faut une République du travail. C'était ce que disait Jean Jaurès et puis bien d'autres auteurs avec lui à cette époque. Eh bien, face à cela, il y a des solutions, à vrai dire. Donc, il y a les scopes, je les ai signalés, donc les coopératives qui existent déjà là-dessus. Mais il y a même, et c'est ça qui est intéressant, moi je pense qu'il peut y avoir aussi des formes de syncrétisme, même dans le monde le plus libéral, même aux États-Unis par exemple, eh bien, on a des transformations à l'œuvre de ce point de vue, et notamment du point de vue de la propriété. Je citais le mouvement des retraites, c'est assez intéressant parce que aux États-Unis, en lien avec la réforme, notamment avec la création des fonds de pension dans les années 70, ils ont créé un système, un statut particulier d'entreprise qui s'appelle l'ESOP. Alors je vous le signale comme ça, alors là ça fait on dirait que je parle d'un ovni. Et donc ça s'appelle l'ESOP, ça veut dire Employee Stock Ownership Plan. Et donc l'idée c'est vous créez en fait l'entreprise, vous transférez la propriété aux salariés. En fait. Et le propriétaire est indemnisé. Donc on a une forme de, finalement, de synthèse, motion de synthèse entre la propriété privée et la propriété commune de ce point de vue. C'est-à-dire que le propriétaire est indemnisé par un prélèvement d'une part des bénéfices de l'entreprise. En fait. On prélève une part des bénéfices de l'entreprise pour lui racheter sa propriété et la donner aux salariés, qui ne déboursent rien. Et ça concerne aux États-Unis 14 millions de salariés. 14 millions de salariés, finalement, se retrouvent propriétaires, copropriétaires de leur entreprise aux États-Unis. Ça, personne ne le sait. C'est quand même assez étonnant. Et donc, on pourrait tout à fait imaginer de transposer ce modèle-là. Vous voyez, typiquement, pour essayer de transférer la propriété des entreprises aux salariés en France, sans, je dirais, remettre en cause le droit de propriété. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait le transformer de l'intérieur, d'une certaine façon. C'est assez étonnant de ce point de vue. Donc, je signale ça, parce que c'est en train d'arriver au niveau européen. On est en train d'avoir ces débats en Slovénie, en France même. C'est en train d'être réfléchi. Et là, je trouve qu'on aurait une vraie question politique, c'est-à-dire on poserait la question de la démocratie totale, précisément, et notamment de la démocratie dans l'entreprise. Moi, je crois qu'effectivement, et là, il y a tout un tas d'études qui le démontrent, si on a des travailleurs actifs dans leur entreprise, qui sont citoyens dans leur entreprise, eh bien, ils y sont citoyens en dehors. Et ça, c'est le point, à mon avis, crucial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on enferme les citoyens dans une minorité, finalement, c'est-à-dire qu'ils ont des tutelles dans leur entreprise, ils ont des tutelles sociales. Il suffit de le voir avec même les bénéficiaires de minima sociaux, le RSA par exemple, on a des tutelles sociales, on vous oblige à tout un tas de contreparties, etc., pour que vous soyez un bon pauvre qui fonctionne de la bonne manière. C'est pareil au niveau de l'entreprise avec un management vertical, qui est dossier d'alternatives économiques sur le sujet il y a 2 mois, qui montrait bien ça. On est d'ailleurs le pays le pire de ce point de vue en Europe pour ce qui est du cas français. Donc il y a un vrai enjeu, moi me semble-t-il, de transformation de l'entreprise pour recréer précisément des citoyens actifs et revitaliser nos démocraties. Je ne crois plus en des réformes institutionnelles. Très honnêtement, s'il y a une réforme il faut des réformes institutionnelles. Évidemment, il y a des institutions qui viennent donner des logiques, c'est évident. Mais si derrière, il n'y a pas finalement ce principe actif, ce souffle démocratique, eh bien, de toute façon, elles resteront fondamentalement vides. Merci beaucoup.